IDFM 98 de la bande FM. Mika Deniso ce soir, qui habite à Bali en Indonésie, qui est marié, père de 4 enfants, artiste, explorateur de l'inconscient, spécialisé en psychologie algorithmique, analytique et transpersonnelle et aussi dans les analyses de rêves. C'est un éveilleur de conscience psycho-spirituel, conférencier, coach holistique, formateur et fondateur de Soul in Mind. Je vous propose une de ses vidéos sur sa chaîne YouTube Mika Deniso. Le syndrome de l'inutilité, le drame de l'humanité. Que fuyons-nous? Et s'il était temps, enfin, de se regarder en face? Et si on se posait les bonnes questions? Pourquoi courons-nous? Que fuyons-nous? Pourquoi notre vie n'est-elle que divertissement? Que cherchons-nous à éviter? Cette méga crise actuelle, qui ne fait que commencer, nous pose des questions d'ordre philosophique que la plupart des Occidentaux ont tenté de fuir toute leur vie. Et si vous voulez passer avec succès cette crise d'émergence spirituelle qui est aussi une crise économique, alors il est grand temps de vous regarder en face et de ne plus fuir. Ça sera donc la première partie de l'émission. En deuxième partie d'émission, ce sera toujours une vidéo YouTube de Mika Deniso concernant la théorie de l'esprit ou ce qui fait que nous sommes tous et toutes influencés et influenceurs. Croyez-vous que le choix de porter un masque ou pas vous appartient à 100%? Croyez-vous que le choix de vous faire vacciner ou pas est issu de votre mental? Pensez-vous vraiment être autonome dans vos décisions? Voilà, ce sera la deuxième partie de cette émission. Croyez-vous que vivre au moment présent est vraiment possible? Ou est-ce que nous vivons que dans nos pensées, dans un futur qui n'existe pas, ou un passé qui n'existe plus? La crise du Covid-19 nous montre en gros ce phénomène, par une explosion de fake news et de manipulation des médias dominants pour générer de la peur. La peur étant une projection d'un présent dans un futur qui n'existe pas, chaque parti alors est à libre cours pour agir dans un présent où plus personne n'était. Il est clair qu'à partir du moment où vous avez peur et que vous restez dans vos pensées, vous êtes dans un futur, puisque vous vous projetez dans un futur qui n'existe pas. Et pendant ce temps-là, les intervenants, les politiciens, les médias et autres peuvent agir puisque vous n'êtes plus dans ce monde présent. Et donc, même s'il vous restait par exemple 5 minutes à vivre, pensez-vous que vous les vivrez au présent ou seriez-vous encore éloigné de votre réalité? Je vous raconterai une histoire vraie d'un des plus grands romanciers russes à qui il restait juste 5 minutes à vivre avant d'être tué. Et il a été gracié à la dernière minute. Et donc il a raconté ce qu'il a vécu et vous allez mieux comprendre la raison de l'immobilité humaine cachée derrière cette peur de se sentir inutile qui est devenue d'ailleurs le drame de l'humanité. Imaginez-vous ne rien faire, ok? Donc là, rien faire, attendre, ne pas vous projeter dans un futur qui n'existe pas, ni ne revenir en arrière dans un passé, être juste dans l'ici et maintenant, ok? Donc rien du tout. Vous ne pouvez pas, parce que vous allez devoir à un moment donné faire quelque chose, peut-être penser, prendre un stylo, lire, écrire, vous allez devoir travailler sur votre esprit, sur votre mental. Et en fait, c'est sur ce principe que nous sommes devenus esclaves. Esclaves des autres, mais surtout esclaves de nous-mêmes. L'ennui est un élément indissociable à la condition humaine. L'homme est un être qui s'ennuie parce qu'il est doté de la conscience de lui-même. La conscience de sa naissance et aussi la conscience de sa mort. Alors même si beaucoup d'entre nous mettent cette question de côté jusqu'à la dernière minute. Je trouve assez surprenant de voir qu'avec toute cette pandémie et cette crise, la mort est devenue quelque chose de dramatique et fait partie prenante maintenant de nos vies, alors qu'il y a depuis des milliers d'années, des millions de gens qui meurent tous les jours et personne n'en parle. Et là, tout d'un coup, comme elle frappe un petit peu à la porte des Occidentaux, tout le monde est affolé face à cette grande question de mort. Et donc, si vous voulez, cette conscience que l'on a nous inscrit dans un rapport particulier au temps. En Occident, à partir de l'époque moderne, l'homme s'attache par toutes ses activités à fuir l'ennui. Mais en fait, la question, c'est que fuit-il? Ou alors, si on repense cette question à nous, c'est qu'est-ce que nous fuyons vraiment? Tromper l'ennui, c'est tromper notre condition humaine. Et c'est en tant qu'humain, se tromper soi-même. Parce que toute la question est de comprendre comment est-ce que c'est possible.
Vous comprendrez alors pourquoi, depuis ces dernières décennies, la chose qui a pris le plus d'importance dans nos vies, c'est le divertissement. Un moyen général de tromper l'ennui qui est un aspect de cette pathologie humaine, d'ailleurs, qui a un nom qui s'appelle la mélancolie. Et ce divertissement massif, avec les jeux vidéo, avec la musique, les réseaux sociaux, avec le tourisme de masse, avec aussi la mode, les soldes, les fêtes, le travail aussi, la télévision, la radio, et puis le blogging, le SMS, les vidéos, bref, vous les connaissez. Tous ces divertissements ont constitué, et d'ailleurs constituent encore, une menace pour la nature humaine. Et c'est cette menace que nous allons aborder comme un traité philosophique que je vais vous faire en 5 points. Parler de l'ennui, c'est parler de l'humain. Et le lien qui unit étroitement l'ennui à la condition humaine est forgé par 2 éléments. Premièrement, la conscience, mais aussi le temps. Nous ne pouvons pas vivre et nous penser vivre en même temps, ce n'est pas possible. Soit nous vivons sans voir le temps passer, par exemple lorsque vous faites quelque chose que vous aimez particulièrement, vous retapez un meuble par exemple, je ne sais pas, ou vous faites de la musique, et puis vous êtes tellement pris dans ce que vous faites que vous n'avez pas vu votre journée passer. Donc en fait, vous vivez, mais vous ne voyez pas le temps passer. Ou alors, soit vous percevez le temps qui passe sans pouvoir intégrer son cours. Si par exemple vous êtes assis à rien faire et que vous dites « Qu'est-ce que je me suis ennuyé aujourd'hui, la journée a été incroyablement longue ». Ça vous rappelle quelque chose ? Ben, c'est exactement ça. Et donc la vie en pleine conscience, à ce moment-là, semble ralentie ou arrêtée. Et d'ailleurs, tous ceux qui pratiquent la méditation le savent. Personnellement, je parle de la dilatation du temps plutôt que d'un arrêt du temps. Lorsque l'on médite, surtout à Anapanasati, à un moment donné, nos pensées s'arrêtent et il y a comme le temps qui se dilate. On rentre dans une sorte d'espace-temps qui n'est pas arrêté, mais qui est dilaté. Avoir conscience du temps, c'est avoir conscience d'être mortel et que ce moment se rapproche un peu plus de nous chaque jour, chaque heure, chaque minute, suivant notre condition de vie. Et du coup, cette notion de mortalité nous indique alors une limitation dans nos actions de par cette notion de temps elle-même. Alors nous avons l'impression que nous ne pourrons jamais faire ce que nous voulons faire, surtout lorsque on commence à atteindre des âges, 50, 60, 70 ans, ou qu'une action ne pourra jamais être menée à temps. Alors soit nous nous enfermons dans un mutisme, une sorte de fatalité, on se dit puisque je ne peux pas le faire, je ne le fais pas, soit nous regardons ce moment présent comme un moment incroyable, un instant magique, où justement tous les possibles existent. Et c'est ce que je vais vous inviter à faire avec cette vidéo. Et puis il y a ceux, de l'autre côté, qui ne se préoccupent pas de leur dimension mortelle et qui vivent comme s'ils n'allaient jamais mourir. Mais à votre avis, peuvent-ils vraiment vivre sans penser à leur condition d'être mortels? Jamais, absolument jamais. Eh bien non, c'est impossible. Ces êtres, en fait, n'évitent pas leur condition, mais ils la trompent. Ils trompent l'ennui. Ils se créent une illusion de vie. Et donc, la conscience du temps, de son temps de vie, est une des clés les plus importantes qui permet à des êtres d'avoir une force mentale, une force psychique supérieure à d'autres. Et si vous saviez que vous allez mourir ce soir, alors honnêtement, je vais vous poser une question. Est-ce que vous payerez une amende qu'un policier vous donne parce que vous ne vous êtes pas garé au bon endroit ou vous n'avez pas rempli votre petit papier de sortie pendant les temps de confinement? Si vous saviez que vous allez mourir ce soir, ok? Mais mettez-vous dans cet état d'esprit. Hein. Est-ce que, par exemple, vous accepteriez d'exécuter une loi qui ne respecte pas vos valeurs? Et si ce même jour, vous saviez que vous allez mourir ce soir, vous étiez devant un juge au tribunal, est-ce que ces sentences auraient un poids sur vous? Non. Vous seriez tout simplement heureux ou heureuse. Et pourquoi? Ben parce que vous découvrirez la futilité de ce jeu, la futilité de ces mêmes personnes, et vous prendriez tout avec légèreté. Et seul un sourire de compassion serait sur vos lèvres, car vous comprendrez qu'à ce moment, qu'eux aussi ne sont que des pions d'une grande farce. Et puis qu'eux aussi cherchent à tromper l'ennui, jouant un jeu dont ils ne connaissent ni les règles ni le but. D'ailleurs, n'est-ce pas pour ça que nous avons créé des règles, car nous ne comprenons pas les règles du monde qui nous entoure. Ben oui, ces êtres aussi cherchent à se tromper eux-mêmes. Écoutez ces verbes.
faire, agir, bouger, créer, évoluer, commander, réprimander, projeter, par exemple spéculer. J'en aurais d'autres, hein, mais on pourrait dire que c'est la manière d'être de l'homme et de la femme aujourd'hui. Et ne pouvant demeurer au présent ni au repos, nous nous inscrivons dans une représentation, dans ce que j'appelle moi le théâtral, et nous nous rendons présents par l'apparence, par le regard de l'autre. Et nous nous approprions ce regard comme faisant partie intégrante de notre identité, qui elle-même d'ailleurs se transforme à chaque seconde, mais sur laquelle, malheureusement, beaucoup d'entre nous se cristallisent. Je parle de cette cristallisation identitaire. Donc par conséquent, les nouvelles formes identitaires de ces mêmes personnes ne peuvent jamais émerger. Et année après année, elles restent les mêmes. Elles disent les mêmes mots, elles aiment les mêmes choses, ont toujours les mêmes habitudes. Et d'ailleurs, si un jour on vous dit, tu sais, t'as pas changé, hein, t'es toujours le même, eh bien, de mon point de vue, je dirais, prenez peur. Parce que ça voudrait dire que vous n'avez pas évolué. Et que vous avez cristallisé sur une identité qui n'est plus la vôtre. Cependant, le fait de ne cautionner que la représentation, l'image de l'autre par exemple, montre notre incapacité à avoir un regard personnel susceptible en fait de donner consistance à notre être. Le philosophe allemand Martin Heidegger, qui est décédé en 1976, a écrit « Comment sommes-nous devenus nous-mêmes à ce point insignifiants de nous-mêmes que nous ayons besoin d'un rôle? L'homme ne serait pas après tout devenu ennuyeux à lui-même? L'ennui nous ramène à nous-mêmes. Et lorsque vous avez été confiné, ou que vous êtes encore peut-être confiné chez vous, à quoi pensez-vous? À vous? À votre vie? Au sens de votre vie? En règle générale, ce sont les pensées qui, à un moment donné, nous sont apparues. Mais est-ce que vous avez creusé ces questions jusqu'à les dérouler afin qu'elles viennent vraiment s'arrêter sur le mur qui représente le jour de votre mort? C'est vraiment important. C'est-à-dire que lorsque l'on a une pensée, si on la fait dérouler jusqu'à la fin de notre vie, qu'on la met sur ce mur, donc sur cette fin, cette finitude, on peut voir si cette pensée va prendre sens. Prenons un exemple, par exemple. Vous voulez vivre pour éveiller les consciences humaines, okay, peut-être pour sauver la planète ou pour créer un nouveau monde. Est-ce que vos idées s'arrêtent à votre réflexion ou est-ce qu'elles sont immiscées, intégrées dans chacune de vos cellules pour devenir omniprésentes dans votre vie afin que vous puissiez, au terme de celle-ci, donc au moment où vous serez devant votre mur, mourir en paix, en accord avec vos valeurs, et heureux en fait d'avoir contribué à rendre son monde meilleur. Vous savez, comme moi, que trop souvent, nous évacuons ces pensées en faisant quelque chose d'autre. Et ne rien faire est la pire des choses dans nos vies. Et ça, je pense que vous serez d'accord avec moi. Donc, tromper l'ennui, c'est donc d'une certaine façon se tromper soi-même, tromper la connaissance que l'on a de soi. D'ailleurs, étymologiquement, le terme « ennui » est lié au verbe « ennuyer » qui serait lui-même dérivé du bas latin « inodiar » venant de l'expression « in odio esse », qui signifie « être un objet de haine ». Cette hypothèse, bien connue en philosophie, prend d'ailleurs sa source dans cette origine sémantique. L'ennui renvoie à la haine, et plus fondamentalement à la haine de soi. Donc quand nous n'avons plus rien à faire, nous sommes confrontés à nous-mêmes, au meilleur comme au pire de nous, à nos joies, à nos peurs, à notre finitude, à notre condition mortelle. Et nous décidons de fuir. Mais la question c'est, pourquoi nous attachons-nous à fuir ce à quoi nous ne pouvons échapper? Nous ne pouvons pas échapper à notre mort. Nous ne pouvons pas échapper à ce moment, qu'il soit demain matin, qu'il soit d'une maladie, qu'il soit d'un virus, qu'il soit de vieillesse. Nous ne pouvons pas y échapper. Donc pourquoi fuir absolument ce moment? Le divertissement désigne toutes les manières dont nous fuyons l'ennui. Le divertissement est le plus souvent associé aux activités frivoles qui nous permettent de nous soulager de la lourdeur des tâches sérieuses et puis de nous libérer à un instant du quotidien. D'ailleurs, se divertir, c'est oublier ses soucis, c'est se changer les idées, c'est se délasser. Mais de manière plus profonde, se divertir, c'est oublier ce sens de l'existence qui nous échappe. C'est oublier notre finitude, c'est oublier l'insignifiance de nos actions quotidiennes. C'est oublier surtout que notre temps de vie est donné à des personnes qui ont écrit des lois dictant nos manières de vivre. Elles ont même d'ailleurs découpé le temps en petites cases afin que nous puissions le voir défiler. Alors, vous qui êtes confiné ou qui l'avez été,
le jour où vous regardez cette vidéo, n'avez-vous pas retrouvé un autre temps lors du confinement? Peut-être un décalage dans vos journées, peut-être dans votre manière de travailler, dans vos horaires pour manger ou faire du sport si vous en faites. N'avez-vous pas, après quelques semaines, créé votre propre temps qui ne correspondait plus au temps de la société qui nous est imposé? D'ailleurs, pourquoi commencer le travail le matin pour le finir le soir? Pourquoi manger entre midi et 2? Pourquoi chacun ne se donnerait-il pas son propre temps tel qu'il le conçoit, tel qu'il le ressent? Ce serait difficile, me direz-vous. Ok, c'est vrai car la société dans laquelle nous vivons s'est construite ainsi. Mais n'existerait-il pas d'autres modèles de société? Regardez par exemple l'île norvégienne qui s'appelle Sommarøy ou Sommarøy, je ne sais pas comment on le prononce, et qui propose d'en finir avec ce concept futile et inutile qu'est le temps. Ses habitants veulent faire la première zone sans heure au monde, juste une réflexion sur un monde qui va trop vite et qui utilise en fait tous les divertissements possibles de l'esprit pour nous faire entrer dans cette course folle contre la montre, et d'ailleurs qui est perdue d'avance. Étymologiquement, le terme divertissement, d'origine latine, désignait l'action financière consistant à détourner à son propre profit une part de l'héritage. Divertissement, c'est donc le fait de détourner. Mais détourner de quoi? Se présente alors la question du jeu. Le plus grand jeu est le jeu psychique, le jeu social par excellence qui nécessite l'adhésion à des règles arbitraires et plus globalement, de jeu de dupes dans lequel l'humanité semble embarquer. L'étymologie de l'ennui montre un aspect terrible de la condition humaine, la haine de soi. Et l'étymologie de divertissement répond à cet aspect horrible de la condition humaine. Se détourner de soi par le divertissement de l'esprit, de quelque manière que ce soit. Pourquoi? Parce que cette haine de soi surgirait lorsque l'humain s'ennuie, c'est-à-dire lorsqu'il est face à lui-même sans médiation. Alors, faut-il comprendre que la vérité à laquelle ramène l'ennui engendre la haine? Cette haine ne nous ramènerait-il pas à la philosophie de Siddhartha Gautama, le Bouddha historique par exemple? Pour le Bouddha, la souffrance fait partie de la vie et en trouvant les causes de cette souffrance, nous pouvons emprunter le chemin qui mène à la paix du cœur. Faut-il comprendre que cette vérité est ce qui nous pousse à courir de plus en plus vite et de plus en plus nombreux vers tout un tas de choses qui ne servent à rien d'autre que de tromper l'ennui en nous évitant de faire ressortir la haine en nous? Et si cette vérité nous permettait de nous affronter nous-mêmes dans le plus grand silence, de nous confronter à notre souffrance, celle de l'ignorant de l'existence, et de dépasser notre haine pour laisser émerger le plus beau en nous? Alors, amusons-nous à rêver, parce que si vous me suivez, vous savez que j'aime beaucoup les rêves, j'aime tous les symboles oniriques. Et donc, imaginons 7 milliards d'êtres humains se réveiller à eux-mêmes. Imaginons encore 7 milliards d'êtres humains ayant dépassé leur souffrance, leur peur, le regard de l'autre, s'ouvrir à l'amour de soi, le don, au partage. Imaginons encore 7 milliards d'êtres humains ne plus suivre les lois des hommes, mais les lois de la nature en étant simplement connectés à elles. À votre avis, que resterait-il de toutes ces pseudo-lois plus ou moins dictatoriales? Que resterait-il aussi des dirigeants, des hommes puissants qui veulent nous contrôler? Rien, envolé en fumée, totalement disparu. Mais non, ce n'est qu'une utopie. Reviens à la réalité, Mika. Alors, pour cacher ce désarroi, qu'est-ce que nous faisons? Nous construisons du bonheur dans nos vies. Ce bonheur est une construction mentale que nous avons choisie ou qui nous est suggérée. Faisons une petite synthèse. Un passé qui n'existera plus. Un futur qui n'est jamais là. Un présent que l'on fuit par peur de se rencontrer soi-même. Pouvons-nous vraiment être heureux? Dans ce décalage entre une vie présente jamais ressentie dans son entier et une vie idéalement heureuse, il y a l'espoir. N'est-ce pas cet espoir que l'on nous offre encore et encore en nous proposant d'aller toujours plus loin avec de nouvelles lois, des nouvelles technologies, des nouvelles modes? Mais tout ça alors, n'est-ce pas une grande illusion? Puisque dès l'arrivée d'une nouveauté, nous pensons que ce que nous avons là maintenant n'a plus de sens, a perdu la valeur et ne nous rendra plus heureux demain. Et dans cette dynamique, nous ne serons jamais vraiment heureux. Car une fois que nous aurons atteint ce après quoi nous courons, l'objet de notre désir sera déjà dans un temps passé. Et nous serons à nouveau face à nous-mêmes avec cette grande question, quoi faire du temps qui nous est imparti? Comme tous ceux qui vivent des heures si sombres, mais ce n'est pas à eux de décider.
Tout ce que nous devons décider, c'est que faire du temps qui nous est imparti. La philosophie et la mécanique politique occidentale sont fondées sur l'idée que l'avoir est préférable à l'illusion. L'avoir plus serait le plus sûr moyen de parvenir au bonheur. L'ennui a une place paradoxale au sein de la société. Il est refoulé, répondant à un désir caché et trop dangereux pour être assumé. Mais que nous empêche-t-on d'aller explorer en refusant la confrontation à nous-mêmes? C'est la grande question. Quelle est donc cette vérité bonne à méconnaître? Pourquoi est-ce que toutes les sciences de développement personnel, de croissance individuelle, d'émergence spirituelle sont rejetées, sont cataloguées, sont affichées comme dangereuses? Qu'est-ce que l'on veut nous empêcher de découvrir? L'ennui serait donc quelque chose d'immuable à l'être humain, une sorte de permanence en lui, dans ce monde qui est d'ailleurs impermanent. L'ennui serait la source de la pathologie de la mélancolie. Si le divertissement est un moyen d'échapper à l'ennui, l'ennui marque la fin du divertissement. Le divertissement n'est qu'un moyen. Il ne divertit que par le fait qu'il détourne, et seulement par ce fait. L'ennui fait état de ce qui est, tandis que le divertissement tend à autre chose, tentant de faire l'état de ce qui n'est pas. L'actualité, par les différents médias, nous donne un exemple du rapport que l'homme entretient avec le temps. L'ennui est un problème actuel dans le sens où l'ennui est permanent. Les informations prennent aujourd'hui une place considérable dans notre environnement, où les médias, d'ailleurs, sont privilégiés et omniprésents. La télévision, la radio, les journaux, les ordinateurs, téléphones, SMS, les réseaux sociaux. Si vous voulez, ces outils intègrent désormais tous les espaces de la vie humaine. Mais cette importance est remarquable par le fait que le contenu relaté dans ces médias n'est pas l'objet recherché. L'actualité ne s'attache plus tant à la signification des événements, c'est-à-dire à leur sens profond qu'aux faits eux-mêmes. L'objet de l'actualité n'a d'importance que dans son actualité elle-même. Elle se résume en fait au transfert d'informations sans signification et ne se vaut que par sa dimension quantitative. D'ailleurs, il est dit qu'un bon média aujourd'hui n'est pas un média qui donne des bonnes informations, mais un média qui a beaucoup d'audience. Et donc, les informations qu'il délivre ne sont pas des informations riches de sens, mais juste des copies de ce que tous les autres font, ni plus ni moins. D'ailleurs, nous le voyons bien, en même temps, l'accumulation d'événements détachés les uns des autres, qui se déroulent en continu devant nos yeux ou dans nos oreilles, constitue en fait l'univers du divertissement. Les informations d'aujourd'hui nous divertissent en manifestant quoi? En manifestant un changement qui n'est qu'apparent. L'information est renouvelée sans cesse par un discours hypnotique, donnant corps à une succession de faits qui n'invitent pas à la réflexion, mais qui invitent à l'endormissement de l'esprit et au contrôle de l'esprit. Si vous regardez les informations aujourd'hui, surtout sur Internet, vous avez le présentateur qui parle, et puis en dessous, vous avez des barres qui annoncent, donc le présentateur parle d'un sujet, vous avez des barres qui annoncent d'autres faits, et puis parfois vous avez même des images sur le côté qui annoncent encore d'autres faits. Donc ce n'est plus tant informer, mais de divertir l'esprit. D'ailleurs, le métier de journaliste aujourd'hui est devenu accessible à n'importe qui. Et l'on peut alors voir germer des chaînes YouTube, des blogs, des sites internet de personnes qui ne sont pas journalistes et qui apportent bien plus d'informations pertinentes qu'un journaliste lui-même, qui lui cherchera juste à produire un article de plus et à conserver sa place. Mais nous pouvons avancer que l'actualité sera toujours ennuyeuse dans le sens où elle ne fait que montrer l'échec à relater le changement. Regarder les informations n'est pas tant s'informer que de se divertir, se détourner de l'instant dans lequel nous sommes en permanence. Et comme toutes les chaînes d'information disent absolument la même chose, avec d'autres images bien sûr, avec d'autres mots, l'ennui pointe le bout de son nez avec l'impression de déjà-vu. Nous pouvons nous demander s'il vaut mieux suivre des images qui défilent à l'écran, comme si l'on prenait des doses de cocaïne, tenues en haleine devant un rebondissement fictif, un avenir imminent, une nouvelle qui va changer notre vie, ou bien nous ennuyer fermes devant la vérité criante d'une réalité immuable, qui est la nôtre et qui échappe à notre désir. En fin de compte, dans les deux cas, nous choisissons l'ennui. Seulement, dans le premier cas, nous perdons le contact avec la réalité, comme si nous prenions de l'héroïne pour sortir de la lourde réalité. Alors que dans le second cas, nous prenons du LSD pour nous affronter et nous découvrir nous-mêmes. Fyodor Mikhailovitch Dostoïevski était considéré comme un des plus grands romanciers russes. En 1849, il a été condamné à mort
mais au dernier moment, il fut gracié. Alors, je vous avais dit au début que j'allais vous parler d'une histoire vraie. Et bien, c'est celle-ci. Et bien, sachez qu'il était persuadé qu'il allait mourir. Essayons de nous mettre dans son esprit quelques minutes juste avant sa mort. Quand il fut amené au poteau pour être fusillé, après avoir embrassé la croix que lui tendait le prêtre, il devait lui rester à peu près 5 minutes à vivre. Et ces 5 minutes lui paraissaient un délai infini, une richesse incroyable. Imaginez vous aussi qu'il ne vous reste plus que 5 minutes à vivre. Et si vous voulez, la brièveté du temps qui lui restait à vivre, eh ben, dévoilait une longueur de temps dans laquelle il lui était possible de se poser. Ça va? Alors ce que je vais vous demander, c'est de vous poser un instant et de vous imaginer qu'il ne vous reste plus que 5 minutes à vivre avant de vous faire éliminer, de vous faire tuer, comme lui. Et là, de vous mettre à sa place, comme si vous étiez prêt à vous faire fusiller. Ça marche? Et puis je vais vous lire le passage du livre en question et ce qu'il a écrit. 5 minutes. Il me reste 2 minutes pour dire adieu intérieurement à ce que j'aime. 1 minute pour revoir ma vie et 2 minutes pour réfléchir sur le sens de ma vie. Comment se fait-il qu'en ce moment j'existe, je vis, je me sens pleinement vivant, comme jamais je ne l'ai été auparavant, et que dans 5 minutes, je serai autre chose, je serai ailleurs, je ne serai plus de ce monde. Mais je serai qui? Je serai quoi? Où serai-je? 4 minutes. Et s'il ne fallait pas mourir? Et si l'on me ramenait à la vie? Pourquoi est-ce que ça doit finir ainsi? La vie est incroyable, elle est riche, remplie de mystères. Quel gâchis! Je ne le vois que maintenant. 3 minutes. Le monde autour de moi devient différent, tout prend sens. Pourquoi me suis-je perdu dans tant de futilité? Pourquoi n'ai-je pas suivi la voie de mon cœur? 2 minutes. Je ne gaspillerai plus rien, je le promets. Laissez-moi vivre, et je ne gaspillerai plus ce temps. Je ne suivrai plus ce qui m'est imposé. Je ne vivrai plus dans la peur. Je ne combattrai plus l'ennui. Je serai moi chaque jour. 1 minute. Ok, que ça aille vite alors. N'attendons plus. Que ça arrive le plus vite possible maintenant. Laissez-moi partir, vite, maintenant. Mais voilà qu'il est gracié. À l'instant où il était certain de mourir, il était autorisé à vivre. A-t-il profité de chaque dernière minute, à votre avis? A-t-il vécu chaque instant pleinement? Les a-t-il vraiment respirés? Eh bien non, il les a encore perdus. Car il semble impossible de vivre chaque moment présent. Dans ces derniers instants de vie, le condamné ne peut que tenir compte de sa vie tout entière. Il est au présent, oui, mais au présent des choses passées, présentes et au présent des choses à venir. Dotowski remarque d'ailleurs qu'un condamné ne s'évanouit presque jamais face à la mort. Dans un de ses livres, il a écrit ceci. « Au contraire, c'est terrible comme votre tête est pleine de vie, comme elle travaille sans doute, fort, 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 comme une locomotive en mouvement. Les pensées défilent, vous savez tout, vous vous rappelez de tout, c'est un moment particulier. Pas le moindre moyen d'oublier et pas possible de s'évanouir. » Ce que nous raconte cette histoire vraie, c'est que nous perdons notre temps à courir après des futilités. Nous perdons notre temps de vie à courir après les rêves et les désirs des autres. Nous nous perdons nous-mêmes à ne pas oser affronter notre colère et la haine cachée en nous. Et c'est regrettable parce que l'énergie de cette colère, de cette haine en soi, nous permet de transmuter toutes nos peurs, nos incohérences, nos doutes, notre ignorance en force et en amour. Alors bien sûr, cela demande du courage pour être soi. Cela demande du courage pour vivre selon ses valeurs. Cela demande du courage de ne pas accepter les lois et les règles des autres, si elles ne correspondent pas à nos valeurs. Et ce courage, c'est regarder en face notre propre mort et faire chaque jour comme si c'était le dernier jour. Cela nous demande aussi de comprendre que notre vie n'est pas inutile, sauf si nous ne faisons rien d'autre que de suivre ce que l'on nous demande de faire, ce que l'on nous demande d'apprendre, ce que l'on nous demande de dire. Et le drame de l'humanité est bien celui-ci.
elle souffre du syndrome de l'inutilité, car elle ne s'est pas encore réveillée à elle-même. Et pour que cela puisse se produire, nous devons toutes et tous nous confronter à nos 5 dernières minutes de vie. Et la question que je vous pose, c'est, allons-nous attendre que cela nous arrive vraiment, ou allons-nous l'anticiper? Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura permis de prendre conscience de l'importance de faire des choix en fonction de vos valeurs et en fonction de votre vie et non pas en fonction de ce que l'on vous dit, non pas en fonction de ce que l'on vous raconte, et de ne pas croire ce que l'on vous raconte, mais de vraiment suivre la voie de votre cœur, parce que votre vie vous appartient, elle appartient à personne d'autre. Et c'est pour ça qu'à partir de maintenant, à partir de cette vidéo et les autres vidéos, je ne vais plus, puisque on le sait que cette pseudo-pandémie arrive à son terme, le virus n'existe plus et est en train de diminuer et de s'évanouir. Par contre, il y a une crise bien plus puissante qui arrive, il y a un changement de paradigme énorme qui est en train de se mettre en place. Nous vivons des ruptures, nous vivons des fractures, et puis nous allons devoir changer de monde, quoi qu'il arrive, puisque c'est en marche. Et donc face à cette crise, et cette crise économique, bien sûr, qui est en train de tuer des millions et des millions de personnes, beaucoup plus que le virus, amène son lot de ruptures. Et donc, je voudrais me concentrer à partir de maintenant sur justement comment réinventer sa vie en 2020. Et d'ailleurs, ça va être l'objet des 4 prochaines vidéos qui auront ce titre, comment réinventer sa vie en 2020. La première vidéo sera comment réinventer sa vie en 2020 psychologiquement, puisque toute cette crise économique et, je dirais ce changement de cette rupture crée des problèmes psychologiques énormes dans l'esprit des gens. Il y en a qui ne savent plus quoi faire, qui sont perdus, qui n'ont plus de cœur à l'ouvrage. La deuxième vidéo sera comment se réinventer en 2020 relationnellement, puisqu'on a pu le voir aussi avec ces confinements, stupides d'ailleurs. Des couples se sont entretués, même des amis se sont séparés par la colère, par la peur, par l'ignorance tout simplement. Ensuite, la troisième vidéo sera comment se réinventer professionnellement, puisque les 10-15 prochaines années, plus de 40 ou 50% des métiers vont disparaître. Et donc, il y a des métiers, il y a bien sûr des entreprises qui coulent, puisque l'État ne sauve que les grandes entreprises, mais les petites entreprises, on leur donne 1 500 € seulement. Alors moi, je n'en fais pas partie, parce que ça fait bien longtemps que je ne donne plus rien à l'État, mais je ne demande rien non plus. J'ai choisi volontairement de quitter en partie, je dirais, le système, puisque c'est difficile de le quitter entièrement, mais en tout cas, je ne le cautionne plus. Mais si vous voulez, toute cette crise économique va amener des pertes financières énormes à des gens, et surtout les petites entreprises, les indépendants. Et puis, il y a aussi ce paradigme informatique, technologique, qui demande un changement complet au niveau professionnel. Donc la troisième vidéo portera sur comment se réinventer professionnellement. Et puis la dernière vidéo, bien sûr, c'est comment se réinventer spirituellement, puisque donner du sens à sa vie dans un changement de paradigme, lorsque l'on vit des fractures, est essentiel. Et donner du sens à sa vie permettra de donner du sens à sa vie psychologique, permettra de donner du sens à sa vie relationnelle et professionnelle. Donc ce sont 4 piliers fondamentaux, voilà, 4 piliers fondamentaux qu'il est important de se réapproprier pour pouvoir faire face à ce changement de paradigme, à cette rupture et à cette crise qui dure déjà depuis bien plus de 10 ans déjà et qui aujourd'hui explose au grand jour. Et puis pour ne pas dire que c'est une crise financière ou économique, on va faire passer ça sur la crise sanitaire. Et pour ne pas dire qu'on veut faire un changement politique dans le monde, eh ben on le fait aussi passer sur une crise sanitaire. Donc en plus de ces vidéos qui seront juste des vidéos, vous aurez en plus à côté de ça je vais proposer des webinaires d'1h30 à 2h qui seront sur ces thèmes. Donc ceux qui voudront juste voir les vidéos, qui vont durer 15-20 minutes, pourront regarder les vidéos. Ceux qui voudront aller beaucoup plus loin pourront venir me rejoindre en mode privé dans les webinaires sur le même sujet. Voilà, donc j'espère que ça va vous motiver pour les 4 semaines, le prochain mois à suivre sur comment se réinventer en 2020. Seconde partie de cette émission sur l'antenne d'IDFM sur le 98 de la bande FM. Nous retrouvons Mika Denisso pour la théorie de l'esprit et ce qui fait que nous sommes toutes et tous influencés et influenceurs. Bonjour à toutes et à tous. Alors croyez-vous que le choix de porter un masque ou pas vous appartient à 100%? Croyez-vous que le choix de vous faire vacciner ou pas est issu de votre mental à 100%? Pensez-vous vraiment être autonome dans vos décisions?
Eh bien, j'y ai cru moi aussi pendant des années, jusqu'au jour où je suis tombé sur plusieurs études et recherches, dont je vais vous en présenter quelques-unes aujourd'hui, qui m'ont amené à creuser ce sujet jusqu'à aujourd'hui encore. Car pour les nouveaux abonnés sur cette chaîne, ce qui me passionne le plus, ce sont les sujets autour du conditionnement et de l'influence positive. Alors attention, aujourd'hui, sujet sensible. Aujourd'hui, vous allez découvrir que vos choix, les miens non plus d'ailleurs, ne sont pas forcément les vôtres. Et dans l'ambiance actuelle des manipulations d'opinion publique, il me paraissait important de parler de ce sujet brûlant. Tout d'abord, notre cerveau a été créé ou programmé pour apprendre des autres. Nous évoluons par mimétisme. Alors pour ceux qui n'auraient pas bien entendu ou pas bien compris ces derniers mots, nous nous copions les uns les autres pour évoluer. Ça commence dès la naissance. Alors on va commencer très simple. Pour ceux qui ont des enfants, vous avez sûrement remarqué comment les enfants, même bébés, sont fortement attirés par vos téléphones portables, au profit d'ailleurs de n'importe quel autre jeu que vous pourriez lui mettre devant lui, n'est-ce pas? Alors, comme d'habitude, ne me croyez pas sur parole et faites le test vous-même. Mettez plein de jouets devant votre enfant et au milieu des jouets, vous allez par exemple y mettre votre téléphone portable, celui que vous utilisez chaque jour. Vous verrez qu'il ou qu'elle, si c'est un garçon ou une fille, va vite se précipiter dessus. Et pourtant, ce n'est pas pour aller lire ses mails, ni regarder son Facebook, surtout pas à l'âge de 5 ans. Encore moins, je dirais, pour aller écouter les divinités qui tournent en boucle sur les médias traditionnels. Non, absolument pas. Les bébés prennent les téléphones portables pour les mettre dans la bouche. J'imagine qu'aucun d'entre vous avait essayé de faire ça, n'est-ce pas? Mais alors la question qui pourrait se poser, c'est pourquoi le téléphone devient-il plus important que manger ou que tout autre objet, comme même les objets qui sont colorés? Les recherches en neurosciences ont mis en évidence que l'enfant voulait absolument le téléphone, car depuis sa naissance, il avait vu ses parents l'utiliser avec intérêt du matin au soir. Donc même si votre enfant a juste quelques mois, son cerveau aura enregistré que ce petit métal rectangulaire que l'on aime prendre dans nos mains est sans doute extrêmement précieux. Ce comportement, depuis notre plus jeune âge, nous apprend quelque chose de précieux. C'est que nous sommes nés avec une disposition ou une prédisposition à apprendre, à mimer, à recopier de notre entourage. Et cette tendance n'est pas volontaire, mais instinctive. Un peu le même genre d'instinct qui va faire que mesdames vont tourner les yeux quand un bel homme musclé va passer près d'elles, ou que messieurs vont tourner la tête quand une belle femme voluptueuse va passer près d'eux. Fermeture de la parenthèse. En fait, notre cerveau humain est conçu pour acquérir de la connaissance dans un contexte social. Nous apprenons en imitant, en assimilant, en adoptant le plus clair de notre temps sans en être conscient. Nous apprenons en regardant les autres vivre, en regardant les réactions des autres. Seulement, les réactions des autres ne vont pas seulement nous apprendre des choses, mais aussi nous influencer à notre égard. Prenez par exemple les sites en ligne comme TripAdvisor, Booking.com ou Amazon ou même Facebook. Tous ces sites, par exemple, affichent et donnent des valeurs sur les opinions des autres à l'égard d'un produit ou d'un poste, par, vous savez, des étoiles, par des j'aime, par des pouces vers le bas, mais aussi le nombre de j'aime, etc. et les commentaires. Et comme notre cerveau est conçu pour apprendre, on va dire qu'il y a une source d'apprentissage énorme avec les j'aime pas, les étoiles et les commentaires. Du coup, pour le dire vulgairement, notre cerveau va se gaver. Prenons par exemple TripAdvisor ou Booking.com ou Amazon, quand vous devez partir en vacances ou choisir un restaurant ou acheter un livre. Vous verrez, quoi qu'il arrive, toutes les évaluations qui sont le reflet des opinions d'utilisateurs et nous leur accordons un poids considérable. Imaginez par exemple un restaurant qui a 300 commentaires et 290 mauvais, et en même temps 0 étoile. Il est fort à parier que vous n'irez absolument pas l'essayer. Eh bien oui, vous n'êtes pas devant votre choix. Car pour que ce choix dépende de vous, il aurait fallu que ce restaurant, affiché sur un de ces sites, soit sans étoiles d'utilisateur, sans commentaires, sans j'aime ou sans j'aime pas. Rien. Juste vous et vos décisions. Alors que là, les appréciations des autres vont affecter les vôtres. Sean Taylor, alors pas le footballeur américain qui est décédé en 2007, non, celui qui travaille pour Facebook et qui étudie l'influence des évaluations et des commentaires, il a découvert que si on manipule le premier commentaire de manière positive, la probabilité que les autres commentaires soient aussi positifs augmente considérablement et bien sûr vice-versa. D'ailleurs, vous pouvez voir que les commentaires sont d'office mis en avant sur les plus pertinents sur Facebook et ça,
Je vais dire que ce n'est pas anodin. Faites le lien maintenant avec un livre chez Amazon, un restaurant sur TripAdvisor ou un hôtel sur Booking. Et vous allez déjà vous demander si vous avez fait les bons choix lors de votre dernier voyage et s'ils venaient vraiment de vous. Mais continuons. Une expérience a été menée il y a quelques années à l'Institut de sciences Weizmann en Israël par Micha Edison. Il y avait aussi Yadin Doudaï qui sont des neuroscientifiques et Tali Sharot que l'on connaît, professeure associée de neurosciences cognitives et fondatrice de l'Affective Brian Lamb College universitaire de Londres, si je ne me trompe pas. Et si vous voulez, ces chercheurs avaient décidé de voir ce qui se passait dans nos cerveaux quand nous découvrons les opinions et les convictions des autres. Alors voilà comment ils ont procédé. Imaginez que vous êtes dans une salle avec d'autres participants et un des chercheurs rentre du coup dans la salle et vous donne un formulaire à remplir et ensuite vous montre un film de 45 minutes. À la fin du film, vous vous asseyez devant un ordi et vous devez répondre à 200 questions qui sont bien sûr liées au film. Exemple, par exemple, combien de motos ont été garés dans cette scène, de quelle couleur était la robe de l'actrice principale, etc., etc. Il faut savoir, c'est que tout le monde réussit parfaitement le test, car les questions n'avaient aucun piège, absolument aucun. Mais quelques jours plus tard, imaginez qu'on vous invite à revenir au laboratoire, toujours avec les autres participants, mais cette fois-ci, on va vous scanner le cerveau et vous demander de repasser le test. La différence ici, c'est que pour chaque question, on vous montrera les réponses des autres participants avant que vous ne donniez votre propre réponse. Bien sûr, certains passages, certaines réponses ont été faussées et ont été volontairement transformées pour la recherche. Et voilà qu'on vous repose les mêmes questions. Imaginez qu'à la question de combien de motos étaient garées dans la scène X, vous aviez répondu 10 et que 10 soit vraiment le bon chiffre et la bonne réponse. Mais qu'en relisant les réponses des autres, qui ont été changées, vous lisez 8. À votre avis, qu'allez-vous faire? Eh bien, les résultats ont démontré que dans 70% du temps, écoutez bien, 70% du temps, les volontaires se sont conformés aux mauvaises réponses données par les autres, même s'ils savaient qu'ils détenaient la vérité. En d'autres termes, leur croyance, leur confiance en eux ont été ravagées par les autres. Mais le test ne s'arrête pas là. À la fin du test, les chercheurs ont révélé aux participants que certaines réponses données par les autres participants étaient fausses. Et ils ont demandé à tout le monde de refaire encore une fois le test et de répondre aux questions en fonction de leurs souvenirs personnels. Et c'est là où ça va vous faire peur. La manipulation était tellement forte que la moitié, oui je dis bien 50% des personnes, 50% des souvenirs des participants ont été changés à jamais par des faux souvenirs du film et du coup, ils ne peuvent que donner de mauvaises réponses alors que lors du premier test, leur réponse était juste. Mais ce n'est pas tout. Quand en plus, ils leur demandent à chacun s'ils pensent encore qu'ils ont été influencés par les réponses ou par les fausses réponses que les chercheurs leur avaient données au test précédent, leur réponse était non. Et oui, nous affirmons toutes et tous être moins influençables que notre voisin, ce qui est d'ailleurs bien sûr statistiquement impossible. En fait, l'influence se manifeste de façon tellement discrète que nous nous faisons surprendre. Mais ne voulant pas être le produit des préférences des autres, nous allons préférer nier ce fait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé concrètement in the mind, dans le cerveau? Dans une de nos zones du cerveau existe l'amygdale qui fait partie de notre très vieux cerveau. Et l'amygdale est connue pour le traitement des émotions comme la peur par exemple. Et quand l'amygdale réagit fortement aux opinions des autres, elle déclenche une réaction biologique qui empêche le lobe frontal de corriger les fausses croyances. En fait, quand un participant disait que ses souvenirs étaient justes alors qu'ils ne l'étaient plus, ce n'était pas pour se donner bonne conscience, mais tout simplement car leur trace mnésique, qui est la modification du tissu nerveux, était physiquement modifiée à jamais. Alors, d'un côté, nous mimons les autres de manière inconsciente, et cela va dicter nos choix et nos actions. Ensuite, les dires, les faits et les gestes des autres vont influencer nos choix, et même si nous savons que nous ne sommes pas dans le vrai, nous irons dans la majeure partie du temps, rappelez-vous 70% des cas, vers cette direction opposée, car il y aura eu un changement indélébile dans notre cerveau. Et puis il reste le dernier point qui apparemment ferait de nous la seule espèce au monde capable de faire cela. C'est notre capacité à essayer de deviner ce que les autres pensent. Que ce soit nos amis, nos clients, nos fans sur les réseaux sociaux, d'ailleurs nous pouvons le voir dans les commentaires, nous appelons ça des jugements de valeur qui ne prennent appui sur rien d'autre que les jugements de celui qui écrit ce même commentaire. Et nous nous ajustons en conséquence. Imaginez que vous êtes sur la terrasse d'un café avec votre meilleur ami
Ok, vous venez de finir de manger, et le serveur, pour être aimable, sympa avec vous, vient vous voir et vous propose gratuitement un petit verre de vin qu'il vous fait sentir. Donc vous prenez le verre, vous sentez, vous dites poliment, car vous êtes bien rassasié, mais vous ne dites pas, vous dites juste non, non, merci, c'est gentil. Votre ami a vu votre réaction et va du coup mettre en place la théorie de l'esprit pour essayer de comprendre pourquoi vous n'avez pas voulu de ce verre de vin gratuit qui m'a l'air d'ailleurs bien bon. Elle va commencer à savoir ce qui s'est passé dans votre mental, du moins elle va essayer de le deviner. Et dans ces analyses internes, celle du peut-être que l'odeur du vin n'était pas bon ou peut-être que le vin a été tourné, eh bien ces analyses-là, ces prises de position vont exister. Donc ce sont des jugements de valeur. Du coup, quand le serveur va se tourner vers votre ami pour lui proposer aussi le vin, par doute ou par croyance, elle refusera aussi poliment le verre gratuit sans même le sentir. Alors bien sûr, on va dire que pour un verre de vin, pour un hôtel choisi sur Booking ou un livre acheté en ligne ou un resto choisi sur TripAdvisor ou même le téléphone que bébé met dans la bouche, on va dire que c'est pas trop grave. Je dirais même qu'ici l'influence est amusante. Mais imaginez ça pour des choses plus imposantes comme par exemple la décision de porter un masque ou pas, la décision à vous faire vacciner ou pas, comme aussi la décision d'acheter en bourse maintenant ou de vendre et de faire exploser une crise économique majeure et mondiale comme celle de 2008 par exemple. C'est ce que les neuroscientifiques Benedetto De Martino et Colin Kammerer ont démontré. Car ils ont essayé de comprendre pourquoi les traders en 2008, alors qu'ils voyaient tous, écoutez bien, les chiffres monter en exponentiel devant leurs yeux sur leurs écrans, alors qu'avant les cours en bourse faisaient que monter et descendre, pourquoi, là d'un coup, que la courbe explose vers le haut, ils ont décidé en même temps d'acheter alors que les actions étaient au plus haut, donc les plus chères. La question que chaque trader à ce moment-là avait dans leur tête vient de la théorie de l'esprit. Cette question c'est, que savent les autres que moi j'ignore? En faisant leur expérience, ils ont découvert que ceux qui ont acheté des actions à des prix excessifs sont ceux qui ont obtenu de meilleurs résultats aux tâches liées à la théorie de l'esprit. Pour ceux qui ne font pas de lien, par exemple, entre la crise de 2008 et les traders, sachez qu'une bulle financière, comme celle qui a créé l'effondrement des marchés en 2008, se forme quand de gros volumes d'échanges se font à des prix excessifs. Et il apparaît que cette bulle financière, hormis d'autres facteurs, n'existerait pas en l'absence de la théorie de l'esprit. Bon, je dirais qu'après ce détour-là, j'ai juste un petit peu perdu mon fil. Je ne sais plus où j'en étais. Ah oui. Donc du coup, les neuroscientifiques, ceux qui faisaient l'expérience avec les traders, ont découvert que la décision d'acheter à un prix excessif, donc de créer une bulle économique dangereuse, a lieu quand le trader croit que les autres détiennent des informations positives sur un marché, même si lui sait que cela va créer une bulle dangereuse. Ces croyances, du coup, là, sont aussi ébranlées. Alors pourquoi je vous dis ça aujourd'hui? Tout simplement pour continuer ma mission d'information de lanceur d'alerte, d'un autre genre que celui qui touche à notre aspect psychologique profond, pour continuer aussi ma mission d'éveilleur de conscience, en commençant par la mienne bien sûr, mais aussi de maîtrise de soi et d'émergence spirituelle dans un monde où la clarté n'est plus un luxe. Quand vous voulez, par exemple, écouter quelque chose ou regarder quelque chose, quand vous entendez des infos qui se répètent à l'infini de la même manière sur différents canaux d'information, pratiquement parfois au mot près, alors soyez très prudent et allumez 20 fois votre caméra intérieure d'analyse et de jugement. Regardez aussi quand vous utilisez les choix, les actes, mais aussi les demandes des autres pour guider les vôtres. Rappelez-vous que souvent, l'influence s'exerce à notre insu et donc il est souhaitable d'être plus conscient de nos décisions, donc d'abord d'accepter que vos choix et vos décisions ne soient pas en totalité les vôtres. C'est ça le premier pas pour ne pas être trop, que je mettrai entre guillemets, influencé. C'est savoir que nous le sommes quoi qu'il arrive. Ceux qui diront le contraire seront ceux qui ont un ego tellement démesuré que leur influence ne vient même plus des autres, mais de leur pire ennemi, leur ego personnel, que je mettrai au pluriel. Ensuite, sachez qu'une seule personne peut changer la totalité de votre décision et avoir un impact dramatique sur votre vie. Donc quand vous entendez par exemple, comme aujourd'hui dans le monde entier, de la propagande à tout va sur les vaccins qui vont nous sauver du virus de la peur, quand vous entendez sur toutes les chaînes et radios que les situations sanitaires sont graves, quand l'atteinte de vos choix personnels entre dans des stratégies marketing,
je vous invite à vous poser ces questions. Est-ce que ces décisions viennent vraiment de moi? Est-ce que c'est vrai? Ai-je vraiment tous les éléments pour savoir que c'est vrai? Et pour finir, rappelez-vous que vous êtes influencé par les autres, mais les autres sont aussi influencés par vous. Voilà pourquoi ce que vous dites, ce que vous faites est important pour votre propre vie, avec un temps limité qui nous est imparti, mais aussi pour le comportement de votre entourage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'ouvrir les yeux sur les manières que nous avons d'être influencés par les autres et les manières dont nous influençons aussi les autres. Bien sûr, à chacun de faire ses choix de vie, à chacun de prendre ses décisions et de choisir de qui ou de quoi vous allez donner votre accord. Dans cet avenir de plus en plus rétréci, je vous invite à rester aligné avec vos valeurs, avec votre cœur. Et même si ces valeurs ne sont pas 100% les vôtres, it's okay. À partir du moment où elles vous élèvent et élèvent ce que vous rencontrez vers le meilleur d'eux-mêmes. Donc voilà, prenez soin de vous et je vous retrouve mercredi prochain dans une autre vidéo pour continuer à apprendre, évoluer et ensemble vivre notre spiritualité au quotidien. Au plaisir de lire vos commentaires. Merci de m'avoir écouté. Au revoir. Merci d'avoir écouté cette émission. On se retrouve très bientôt sur l'antenne d'IDFM. Très bon été à toutes et à tous.